Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Donc, bienvenue Rachel, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, enfin, merci à vous. Oui. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais? Avec plaisir. Alors, je m'appelle Rachel, j'ai 35 ans. Qui je suis? Je suis la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Dance Floor Paris. On propose des cours de danse assez innovants à Paris. Notre mantra, c'est Trouve ta Beyoncé intérieure. Oh, j'adore. L'idée, c'est de proposer des cours de danse vraiment accessibles à tous, déculpabilisants, où tu apprends les chorégraphies de Beyoncé ou du Lac des Cygnes dans tous les styles et dans un studio aménagé comme un petit cocon, hôtel de luxe. Voilà. Trop chouette. Très bien. Ça fait combien de temps que vous avez du coup créé ce projet? Alors, on a soufflé notre deuxième bougie là il y a quelques semaines. Félicitations. Merci. Du studio physique. On avait lancé le projet un petit peu avant, à une période très bien choisie, janvier 2020. Voilà, super. Donc, on s'est lancé en réalité un peu avant l'ouverture, en ligne, avec des cours en ligne. Et on a cherché notre premier local pendant les confinements et des confinements successifs. Et on a ouvert le studio. Et là, ça fait 2 ans. Et donc là, on continue, ça passe son plein et on cherche un deuxième local. Génial. Voilà. Et j'allais dire du coup le projet de départ, est-ce que ça a toujours été que ça devienne du coup quelque chose de physique? Est-ce que vous avez fait les cours en ligne justement à cause du Covid? C'était une manière de quand même démarrer, mais du coup de s'adapter? Ou est-ce que c'était déjà l'objectif de faire d'abord des cours en ligne et ensuite comment s'est fait cette évolution? Alors, le projet à la base, il a vraiment été extrêmement naturel, puisque mon associée Fanny et moi, on est toutes les deux danseuses depuis toujours, mais en amateur. Moi, j'ai fait carrière dans l'univers des startups et elle était avocate. Et on s'est rendu compte toutes les deux que c'était vraiment difficile de trouver à Paris des cours de danse qui s'adaptaient à nos contraintes de femmes qui travaillent, de jeunes mamans, et qu'il fallait faire la queue 40 minutes avant le cours pour avoir une place, que les cours étaient blindés, que c'était écrit débutant, mais qu'en fait, il y avait la moitié de l'Opéra de Paris qui prenait le cours en même temps que toi. Donc, c'était vraiment hyper... Enfin, on se sentait mal en allant prendre des cours de danse, alors que c'est censé faire du bien. Ouais. Et il s'est trouvé un moment où Fanny voulait changer un peu de vie. Elle était avocate. Et moi, j'avais fait aussi un petit peu le tour de mon métier dans l'univers des startups et de la communication. Et on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas les cours de danse de nos rêves? Tout simplement, on n'est forcément pas les seuls à connaître cette frustration. Et on a un peu interrogé des gens autour de nous et on s'est rendu compte que voilà, toutes les nanas ont fait de la danse à l'enfance. Bon, les garçons pas encore, mais ça va venir. Et on a arrêté après parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de faire du yoga, c'est beaucoup plus facile de faire du pilates aujourd'hui. Et même d'autres disciplines qui se sont dépoussiérées comme la boxe ou l'escalade, c'était pas encore le cas de la danse. Donc notre objectif initial, c'était vraiment de créer des studios de danse. Il se trouve qu'on s'est tapé dans la main début 2020 et qu'on a tout fait pour lancer le studio. On a fait une levée de fonds, on a contacté des banques, on a commencé à visiter des locaux. Et là, bam, confinement. Donc on s'est vraiment posé la question. Il y a l'option 1, on prend l'argent et Fanny se retrouve un job d'avocate et moi de salarié. Ou option 2, on persévère. On se dit que le Covid n'aura qu'un temps. On ne s'imaginait pas que ce serait aussi long, mais... Voilà, et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Au début, on a lancé des cours en ligne vraiment comme ça pour tester, aussi pour donner un peu du boulot aux profs de danse qui se sont retrouvés quand même sur la paille de jour au lendemain. Et ça a très bien pris. Pendant les confinements, les gens étaient très contents de danser chez eux. Donc on a continué tout le temps qu'on cherchait un local. On continue toujours. Il y a certains de nos cours qui sont live streamés, et donc tu peux les faire depuis chez toi et même les faire en replay. Et quand on a trouvé le local, on a vraiment pu réaliser le projet initial. Au final, dans notre malheur à tous qu'a été le Covid, on s'en est plutôt pas mal sorti parce que ça a un petit peu retardé le projet, mais finalement pas tant que ça. Et ça l'a beaucoup enrichi. Ça nous a permis d'apprendre énormément de choses pendant les cours en ligne sur le recrutement des profs, que veulent nos membres, qu'est-ce qu'un bon cours de danse, etc.
Et voilà, au final, c'est entre guillemets un mal pour un bien. De toute façon, des aléas dans la vie des entrepreneurs. Il y en aura toujours. Alors, C'est pour clair. couronner le tout, moi, pendant le confinement, je suis tombée enceinte. Ensuite, Fanny est tombée enceinte. Donc, en fait, on était enceintes en même temps. Il fallait ouvrir le local. C'était encore les passes sanitaires et tout. Enfin, vraiment, c'était une année Chaotique. chaotique. Vraiment. Tout le monde me disait, c'est génial, t'as ouvert ton studio. J'étais là, j'ai envie de mourir en fait. Mais oui, c'est super. Alors aujourd'hui, tout se passe bien, ça y est, on a ouvert, on a créé les process, on a une super équipe qui gère le studio, c'est génial. Mais au début, c'était houleux, quoi. Vraiment. Ah ouais. Mais en fait, tu te rends compte que la vie, c'est ça. En fait. C'est Ouais. jamais le bon moment pour faire un gamin. C'est Ouais. jamais le bon moment pour lancer ta boîte. Et avec le recul, je me dis, il y a quelque chose que j'aurais pu faire différemment. Mais globalement, il faut accepter que c'est ça la réalité et que demain, il y aura peut-être une nouvelle version des Gilets jaunes ou je ne sais quoi. Et que voilà, il faut juste. Il faut toujours composer avec ce qu'il y a à ce moment-là, ça. quoi. Faut accepter, quoi. Et savoir s'adapter, et savoir rebondir, et savoir modifier, légèrement, comme par exemple proposer des cours en ligne, adapter les choses, et Ça, quand il faut même... être très agile. Ouais. Il ne faut pas être campé sur ses positions. Je trouve que la balance est difficile à trouver entre, voilà, c'est quoi tes valeurs du projet, ton espèce de phare dans la nuit qu'il ne faut jamais lâcher. En revanche, tout le reste, genre, est-ce que tu montes une voile ou est-ce que tu sors les rames, j'en sais rien. Ça, il faut beaucoup d'agilité d'esprit. Donc, je pense que c'est ça qui est difficile à trouver. Et puis, tu peux faire des erreurs aussi, c'est pas dramatique. Ouais. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il nous a aidé avec Fanny, c'est qu'on a un peu respecté le guidebook du parfait petit entrepreneur au début du projet. On s'est vraiment posé toutes les deux pour dire, OK, c'est quoi les valeurs profondes, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre ambition. Et après, peu importe les contours que ça prendra, c'est quoi nos priorités dans la vie, quel type de vie on veut mener. Donc, on avait aussi des familles naissantes, des enfants bas âge, ça change tout dans ta vie. Donc, on avait vraiment mis des piliers sur lesquels on ne voulait pas transiger. Et ça nous a vachement aidé Ouais. dans notre parcours. C'est hyper important, et je pense que c'est quelque chose dont on parle vraiment pas assez quand on parle d'entrepreneuriat, et surtout quand on parle de création vraiment de business. Souvent, c'est OK, niveau marketing, qu'est-ce que je fais, niveau C'est thune, quoi mon qu'est-ce que je logo fais. Oui, ça c'est mon logo, mon site, machin, mon branding et tout, mais c'est pas du tout. Enfin, je trouve que c'est hyper beau de se dire, OK, ma vie, à quoi est-ce que je veux qu'elle ressemble, mon projet, mes valeurs, et ensuite, je vais créer mon business autour de ma vie. Et souvent, c'est tout le temps, business, travail, carrière, mais c'est rarement vie d'abord. Ouais. Mais c'est tellement important de penser à ça. C'est hyper important. Et pour ça, je salue mon associée, parce que quand on s'est lancé, elle avait déjà un enfant. Moi, pas du tout. Et je n'étais pas trop dans cet esprit. Et j'étais très imprégnée de l'esprit startup, Startup Nation. C'est génial de bosser 70 heures par semaine. Que ensuite, évidemment, j'ai tenu mon bébé dans mes bras, j'étais là, mais j'ai pas du tout envie de la laisser en fait. Laissez-moi tranquille. Donc, et Fanny a toujours été très family first et très posée et toujours à dire on peut avoir une ambition qui est honorable sans pour autant qu'elle soit dévorante. Et ça, je trouve que c'est très beau et c'est un beau message aussi. Et j'essaye depuis de le diffuser et je pense que ça parle notamment aux femmes, puisque bon, malheureusement, c'est nous qui devons faire des compromis sur nos carrières quand on crée des familles. Donc, c'est bien aussi de rappeler que voilà, tout n'est pas perdu, que ça veut pas, si on veut consacrer du temps à sa famille, ça ne veut pas dire que notre ambition d'entrepreneur elle est moindre ou elle est nulle, parce qu'on ne veut pas faire une courbe de croissance comme ça. Donc ça, c'est très bien parce que dès le début du projet, voilà, moi, on s'est vraiment mis d'accord sur ce côté-là. Ouais. Si tu choisis ta vie, et ensuite ta boîte, elle s'adapte à ça. Ouais. Et effectivement, ça a guidé toutes nos décisions. Quand on a ouvert, donc moi j'ai accouché en janvier, on a ouvert en juillet, dans l'été. Donc Fanny n'était pas là parce qu'elle venait d'accoucher. Elle a pris un vrai congé maternité de 4 mois. Et moi j'étais donc avec mon nouveau-né dans les bras. Et du coup, ça nous a vraiment forcé à dire, en fait, on ne peut pas, par exemple, faire l'accueil des élèves parce que ça finit à 22h. Donc moi, il n'était pas question que je ne vois pas ma fille de la semaine et du week-end, du coup. Donc dès le début, on s'est dit, dans notre trésorerie, il faut qu'il y ait tout de suite des employés qui font l'accueil, qui sont formés, qui sont responsabilisés. Et donc ça a été la prio numéro 1. Et donc très vite, en 3 semaines, j'étais plus sur place le soir et le week-end. Ouais, c'est top. Et ça nous a vraiment forcé à être obsédés de l'opérationnel, des process, etc.
Et du coup, très vite, on était complètement dégagés de l'opérationnel et on pouvait faire des trucs fun, le marketing, le développement de la boîte, etc. Votre zone de génie, quoi. À chacune, vraiment les choses qui vous plaisent. C'est sûr que c'est très bien d'être au contact de ses clients au début pour bien comprendre. Évidemment, c'est obligatoire parce que tu peux pas demander à un employé de faire quelque chose que tu n'as pas toi-même fait au début parce que tu es obligé de comprendre comment ça fonctionne. Mais il faut vite se libérer de ça. Et puis y revenir évidemment à intervalles réguliers, mais ne serait-ce que pour la formation, l'évaluation de tes équipes, etc. Mais oui, évidemment que Fanny est ancienne avocate, bien mieux placée pour développer la partie, parce qu'elle était spécialisée en immobilier, donc elle peut développer la partie. Moi, j'ai fait du marketing pendant 10 ans, donc voilà, c'est plus intéressant qu'on fasse ce genre de choses, bien sûr, plutôt que de faire l'accueil, passer un coup de balai, etc. Même si c'est ultra important pour le studio que quelqu'un le fasse, mais il faut vraiment savoir qui fait quoi, et c'est très bien ça. Absolument. Et du coup, c'est quelque chose que, vu que vous aviez parlé de cette vision, de ce que vous vouliez, et que tu dis rapidement dans la trésorerie, c'était aussi prévu, l'IBAGE et la création du studio aujourd'hui, est-ce que ça ressemble à ce que vous aviez décidé en amont, ou est-ce que ça a quand même évolué sur les derniers mois, dernières années, enfin les 2 années du coup? Non, c'est assez proche de ce qu'on avait en tête. Franchement, on a amélioré évidemment plein de petites choses qui sont totalement invisibles pour 99% des gens, mais ça me change la vie. Mais non, vraiment, quand on s'est posé, on s'est dit, moi, je vais apprendre la choré de Toxic de Britney Spears, etc. Et maintenant, je fais des masterclass le samedi, on apprend la choré de Toxic de Britney Spears. C'est principalement ça qu'on voulait. Non, surtout, ce qui me montre au quotidien, quelque chose qu'on a réussi, il y a plein de choses qu'on a échoué, mais il y a des trucs qu'on a quand même réussi, c'est les messages des clients qui nous écrivent. Je rêvais de reprendre la danse depuis 10 ans, mais j'osais pas. Et grâce à vous, je suis venue, j'ai passé je rêvais, j'ai des gens qui ont 50, 60 ans, qui disent j'ai toujours rêvé de faire la danse classique, j'ai jamais osé, et là qui viennent à nos cours pour les grands débutants, et qui réalisent un rêve en fait. Et la danse a quand même cette particularité, je pense, par rapport peut-être à d'autres pratiques sportives ou artistiques, c'est extrêmement émotionnel. Donc c'est une lourde responsabilité pour nous. Mais oui, les gens viennent avec. Moi, parfois, je me rends compte, il y a des filles qui ont des larmes dans les yeux. C'est hyper émouvant. Et donc, nous, on est obsessionnels de ça, parce que c'est pas nous qui donnons les cours, c'est des profs. De former les profs, de vérifier qu'ils sont toujours dans la bienveillance, toujours accordés avec les valeurs du projet, etc. Il y a eu parfois des ratés, évidemment. Mais globalement, c'est extrêmement bien respecté. Et donc, à chaque fois qu'on a des commentaires sur Google Maps, des mails, des DM sur Insta, tout le monde dit ça, je me dis, waouh, pour l'instant, c'est réussi, quoi. Le gros challenge, c'est de le maintenir en grossissant. Mais bon, prochain challenge, c'est rare. Je sais pas comment je vais faire. On va y arriver. Et du coup, initialement, donc, quand vous avez créé ce projet, est-ce que vous avez fait un business plan? Est-ce que vous êtes mis autour d'une table en disant il faut qu'on fasse tant de cours, voici les tarifs, comment est-ce que vous avez réfléchi à tout ça, trouver le local, comment est-ce que vous êtes organisé pour faire tout ça? Et du coup, j'imagine que, enfin, tu disais tout à l'heure, vous avez fait une levée de fonds, vous êtes allé voir des banques, comment est-ce que vous êtes organisé pour tout ça, et comment vous avez ficelé correctement le projet pour ensuite le présenter à des investisseurs Alors, il faut savoir que moi, j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'univers des startups et de l'entrepreneuriat, sans jamais avoir moi-même monté de boîte, ni Fanny. Donc, c'était notre premier projet. Mais j'avais déjà énormément de connaissances sur le sujet, puisque j'ai travaillé, notamment, j'ai dirigé la communication de Station F, qui est un énorme incubateur de startups. Donc, en tant que DIRCOM, forcément, j'ai créé énormément de contenu pédagogique à destination des entrepreneurs. Donc, j'avais tonnes de méthodos à suivre. Donc, quand je suis arrivée dans le projet, ça a été très rapide grâce à ça. C'est tout à fait possible de se constituer cette connaissance-là grâce à Internet ou à Station F, où il y a des conférences en permanence qui t'apprennent de pas à pas comment monter ta boîte en fonction de ton secteur. Mais bon, moi, il se trouve que je l'avais déjà fait, quoi, ce boulot-là. Et Fanny, de son côté, avait beaucoup de connaissances qui étaient très utiles, notamment en droit, en admin, puisqu'elle était avocate.
Donc, comment on a fait? On a commencé par valider notre hypothèse, qui était que un nombre suffisant d'autres de nanas dans Paris avaient cette même frustration et étaient prêtes à payer de l'argent pour trouver une solution. Donc, on a lancé une petite survey, un questionnaire. Un questionnaire, voilà, ce Google Form, quoi. Est-ce que vous avez fait de la danse? Est-ce que vous continuez? C'est quoi le trajet moyen? Vous payez combien? C'est quoi vos problèmes avec la danse? Et c'est quoi, au contraire, le truc que vous aimez? Et est-ce que ça vous intéresserait, un studio où, justement, il y a moins de monde, c'est vraiment adapté aux débutants? On a balancé avec quelques copines et on a eu 600 réponses en 3-4 jours. Waouh. Le truc a vraiment bien tourné et on a senti qu'il y avait quelque chose et je me suis dit, mais oui, bien sûr, faites-le. Et donc ça a été un petit signal que il faut y aller, quoi. Voilà, attends, c'est raisonnable aussi. Faut y aller, mollo. On a dit ok, il y a une appétence et il y a une base de données de 600 emails. Ouais, c'est pas mal quand même pour démarrer. Voilà, c'était pas mal. Ensuite, on a fait un business plan. Donc pour ce faire, tu peux trouver des méthodes, des modèles de business plan. Il y en a plein. J'en ai pas forcément en tête. Et moi, je me suis entourée de gens de mon entourage qui en avaient déjà fait, qui ont pu le relire. Moi, Excel, c'est pas forcément ma spécialité. Et heureusement, dans mon entourage, des gens qui ont pu m'aider pour faire certains calculs qui étaient un peu complexes, notamment les immobilisations de certains gros investissements. Il y en a beaucoup dans l'immobilier, donc voilà. Donc, on a fait ligne par ligne. Si on a un local de 400 mètres carrés, combien de factures d'électricité on va payer? Ce sera quel frais de ménage? Combien de staff il nous faut, combien de volume horaire, une personne ça travaille 35 heures par semaine, donc combien il nous en faut au total pour couvrir les 7 jours sur 7. Ensuite, hypothèse, admettons qu'on a 2 salles ou 3 salles dans notre local, ça veut dire combien de frais de prof, combien de mètres carrés il y a, combien de personnes on peut caser au maximum. Notre taux de remplissage idéal, ça pourrait être 70%, 80%. Voilà, on a fait tous ces calculs-là. On a déterminé quel loyer on serait prête à payer. Bon, après, on avait évidemment aussi demandé à d'autres entrepreneurs du sport c'était quoi les prix moyens des beaux commerciaux à ce moment-là à Paris. Ça se rejoignait à peu près, donc c'est faisable. La spécificité là-dedans, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc, une des hypothèses qu'il fallait qu'on lève, c'est est-ce que c'est quand même possible de le faire? Parce que c'est pas comme le yoga où tu cales des tapis les uns à côté des autres. Tu as vraiment besoin de place et l'immobilier, c'est très cher à Paris. Et tu peux pas demander à quelqu'un de payer 50 balles son cours de danse. Donc, voilà. L'un dans l'autre, on s'est dit, ok, voilà, on peut payer ce loyer-là. Ça existe quand même des locaux avec ces loyers. Ça va être dur, mais on va y arriver. Et voilà, on a passé plusieurs semaines à faire ce business plan avant de se dire, est-ce qu'on peut se dégager un salaire? Oui. Au bout de combien de temps? Est-ce que d'ici là, on peut compter sur Pôle emploi ou nos familles pour nous soutenir, etc. Oui. Et voilà. Vraiment, on a tout balisé. À ce moment-là, on s'est rendu compte que pour prendre un local commercial dans Paris d'environ 400 mètres carrés, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le projet au global, ça coûte 1,1 million après. La banque finance uniquement les travaux et ne finance rien d'autre. Or, quand tu prends un bail commercial à Paris, il faut que tu payes un dépôt de garantie et c'est 3, 6, 9 mois de loyer à sortir en trésorerie. Donc 100 000 euros. Et ça, c'est pas du tout financé par les banques. D'autres choses ne sont pas financées par les banques. Tes premiers mois de trésorerie où tu n'as pas de clients parce que personne ne te connaît. Mais il faut quand même que tu payes tes profs, tes salariés, etc. Surtout si tu veux pas faire toi-même l'accueil parce que du coup, tu as ton bébé dans les bras. Donc voilà, tout ça, c'est pas payé par la banque. Et par ailleurs, la banque te demande à peu près 35% d'apport personnel pour te prêter de l'argent pour les travaux. Tu peux avoir cette somme parce que tu as fait des économies, c'est très bien. C'était pas notre cas avec Fanny. Quand bien même, on a investi évidemment nos économies, mais ça suffisait pas. Donc, on a décidé de faire une levée de fonds pour financer cet apport-là. Et comment on a fait? Encore une fois, moi, j'étais très privilégiée dans ce contexte puisque je sortais de poste de DIRCOM de Station F, donc j'avais un carnet d'adresse phénoménal. Xavier Niel a investi dans notre boîte. C'était mon patron 3 semaines plus tôt, quoi. Donc, j'exagère. J'ai passé quelques mois à chiller avant de me reprendre. Mais bon, il se rappelait encore de moi, quoi. Et donc voilà, on a réussi à faire une levée de fonds auprès de Business Angel, ou ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire notre entourage familial, des quelques amis, voilà, qui ont mis des petits tickets, mais pour nous soutenir principalement, et des Business Angels. Alors, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de Business Angels qui
investi d'habitude dans la tech, puisque c'était mon réseau, mais à qui on a présenté le projet comme un commerce traditionnel. En fait, c'est diversifié le portefeuille. Les commerces traditionnels à Paris, tu prends beaucoup moins de risques parce que tout n'importe quoi à Paris, ça marche. C'est tellement densément peuplé. Mais tu as des rentabilités qui sont beaucoup moins que la start-up technologique, j'en sais rien, l'intelligence artificielle. Donc voilà comment ça se fait. Et après les banques, et bien là, on s'est beaucoup appuyé sur notre réseau. Donc on a fait un truc qui était extrêmement utile, qui nous est toujours utile aujourd'hui, et je recommande vraiment à tout le monde de le faire. C'est que quand on s'est lancé dans le projet, quand on faisait le business plan, pour recueillir des datas un peu fiables sur comment on fait, etc., on a contacté que des entrepreneurs du sport. On a contacté random sur LinkedIn. On a écrit au patron de Arcos, qui a plein de salles d'escalade. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas encore autant, mais c'est un très beau modèle de développement de boîte de salles de sport. Le patron du Temple, qui a des salles de boxe. Le patron du Sanctuary Group, qui a des salles d'aquabike, de boxe, aussi de danse maintenant. Voilà. Tous ces entrepreneurs-là nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. On les a rencontrés, on a déjeuné, on leur a posé plein de questions. Je pense aussi aux fondateurs de Dynamo Cycling, de la Montgolfière. Enfin, c'est des gros noms du sport à Paris. Et ils ont vraiment cette mentalité entrepreneuriale de partager la connaissance pour faire grandir le monde du sport en général. Ce qui est très positif en fait pour tout le monde. Parce qu'à Paris, il n'y a pas cette culture du fitness qu'il y a dans les pays anglo-saxons. Mais c'est en train de changer. Plus il y a salle de sport, plus les Parisiens vont faire du sport, peu importe le sport en fait. Donc ça se nourrit. Et puis c'est vrai qu'il y a ça dans le milieu entrepreneurial, le côté pay it forward, tu donnes avant de recevoir, c'est quelque chose de très positif. Et donc grâce à eux, on a eu des contacts de banquiers, des contacts d'investisseurs, des contacts de plein de choses. Et on a trouvé une banquière qu'on adore, qui nous a dit « Banco les filles, je vous suis. Quand vous avez une promesse de bail, vous revenez me voir. » C'était en plein Covid. Et donc, je me rappelle qu'on a signé notre emprunt bancaire le 25 janvier 2021, ce qui était ma date de terme. En fait, je devais accoucher, donc j'étais enceinte de 9 mois et 30 jours. Enfin, finalement, j'ai accouché en retard, à J+6, donc j'étais enceinte littéralement jusqu'au cou. Toutes les salles de sport de France étaient fermées. C'était pas le confinement, mais... Oui, on commençait à entendre parler que c'était un peu... Voilà. Ouais. Et donc la banquière nous a pas lâchés, quoi. J'accouche pas tant qu'on n'a pas d'autre emprunt bancaire. Je veux pas. Et donc, j'y allais, et jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'elle allait nous lâcher, parce que évidemment, on avait contacté d'autres banquiers qui nous ont tous lâchés les uns après les autres. Mais elle nous a jusqu'au bout, accordé un taux hyper attractif, etc. Elle nous a soutenus jusqu'au bout. C'est fou. Alors qu'il fallait quand même y aller avec deux nanas et des gros ventres. Et tu dis, oui, je vais faire une salle de sport. Alors, toutes les salles de sport sont en France, mais vous inquiétez pas. Dans 6 mois, ça va le faire. Heureusement, merci Stéphanie, si tu nous écoutes. Donc, oui, c'est... Et c'est souvent ce qu'on conseille aussi aux personnes qui veulent se lancer. Bon, nous, du coup, c'est dans l'investissement immobilier, mais on leur dit, en fait, ça, bien sûr, la fiabilité du projet, il faut l'étudier, etc. Mais en gros, il faut absolument essayer de trouver un banquier qui croit au projet, parce qu'on peut avoir le meilleur projet du monde. Si on ne le présente pas au bon banquier, le truc, il n'est pas du tout réalisable. Et c'est qu'il y a plein de personnes qui vont voir une banque, deux banques, trois banques et qui abandonnent parce qu'elles se disent le banquier, c'est quelqu'un de référence, c'est un expert dans son domaine. Et donc, si le banquier me dit non, c'est pas possible, c'est un refus, je le prends en disant que mon projet n'est pas assez bon et en fait, j'arrête. Et c'est super important de persévérer jusqu'à tomber sur la bonne personne. Parce que c'est ça qui va faire aussi qu'on peut y aller, quoi, et qu'on se rend pas compte. Effectivement, on a l'impression qu'une banque, tu rentres des chiffres dans un tableau, puis on te dit oui ou non, mais en fait, il y a un facteur humain énorme. Et les banquiers ont énormément de pouvoir. Et moi, du coup, ça m'énerve quand je vois d'autres banquiers qui me disent, qui réfléchissent même pas, qui disent non, ça rentre pas dans mes cases. Et je me dis, tu as le pouvoir de me dire oui, en fait, entre tes mains. Tu décides de pas t'investir, de pas prendre de risques, alors que bon, c'est quand même un peu ton travail. Puis bon. En vrai, ils risquent pas grand-chose quand même, avec les assurances et tout, mais c'est, effectivement. Après, c'est ça, très précieux. Il faut que le banquier puisse se projeter aussi. Je pense que tout dépend à qui tu présentes le projet. Tu arrives avec un truc physique, tu arrives avec un studio de danse. Il y a peut-être des gens qui se disent aussi, mais moi, je vois pas pourquoi quelqu'un va payer pour des cours de danse, tu vois. Et donc, je pense que tu as aussi pas mal de banquiers qui, après, en plus, les nanas enceintes, elles arrivent à demander un crédit. T'as des banquiers peut-être qui se disent, what the
Ah oui. What the F, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais c'est vrai que les banquiers, comme les agents IMO aussi, sont... En fait, il y en a qui vivent leur métier avec passion et qui donc ont conscience que grâce à eux, ils soutiennent des projets. Donc, ils sont très attachés, très impliqués. Il y a des agents IMO qui me disent « Mais c'est génial ce que vous faites, les filles !» Et du coup, qui vont nous mettre sur des dossiers cool en priorité parce qu'ils nous aiment bien et parce que ils trouvent ça chouette qu'il y ait de la danse dans Paris et que ce soit pas un énième Franprix. Donc, c'est intéressant, ça. Ils vont mettre plus de cœur aussi à t'accompagner dans ce projet-là. C'est ça. Mais par contre, t'as d'autres gens qui viennent, qui pointent le matin et qui s'en foutent, en fait. C'est clair. Il faut réussir à les trouver. Et pour les trouver, soit t'as du bol et tu les contactes sur quelqu'un de bien. Soit il faut demander des contacts à des gens, mais ces contacts-là sont tellement précieux. C'est clair. Franchement, moi, je donne pas ma banquière à n'importe qui. Enfin, c'est des trucs... Et idem pour les bons agents immobiliers. Et idem pour les mecs qui font des travaux. En fait, les contacts travaux. Ouais. Non, mais c'est vrai que... C'est plutôt dans deux, hein. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure aussi, le nombre de personnes que vous avez rencontrées, parce que vous avez fait cette démarche de les contacter sur LinkedIn en disant, ben voilà, nous aussi, on a un projet, aidez-nous, quoi. Enfin, donnez-nous vos billes, un peu vos infos. Je trouve que c'est beau aussi, du coup, qu'ils aient répondu présent et qu'il vous ait donné autant d'outils aussi. Est-ce que tu dirais que c'est ce qui vous a aussi aidé à vous mettre là, parce que tu parlais d'un deuxième studio, est-ce que ça vous a ouvert un peu les yeux à ce moment-là en disant peut-être qu'on va pouvoir le dupliquer, ou est-ce que vous aviez déjà l'idée de base de partir sur plusieurs studios Oui, à l'avenir? On a toujours voulu... Alors, on ne sait pas exactement combien, mais plusieurs dans Paris. Après, c'est plutôt l'étape suivante. Est-ce que franchise, est-ce qu'on en veut 10, 12 comme Arcos le fait partout en France? Ça, c'est pas encore clair. Mais en tout cas, on est sûr de vouloir reproduire le modèle au moins une fois ou deux supplémentaires. Ne serait-ce que parce qu'il y a de la place en fait dans Paris et que ça manque encore les écoles de danse. Malheureusement, il y en a qui ont fermé pendant le Covid. Et il y en a assez peu qui ont ouvert depuis. Et nous, nos cours sont pleins sur liste d'attente. Là, il y a plein de gens qui m'écrivent chaque jour sur Instagram pour me dire ouvrez dans l'Ouest parisien, ouvrez Rive Gauche, ouvrez, tu sais. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin. Et en plus, on a tellement appris de choses en un établissement, sur l'immobilier, sur les travaux. Enfin, je suis experte en plomberie, en isolation acoustique. Je connais tous les matériaux et tout. Enfin, donc, ce serait vraiment dommage de ne pas le réutiliser une fois, même si... Je ne cache pas que j'ai un peu la flemme de gérer un chantier, mais ça, après, ça passe. Mais ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Il y a un besoin, ça nous fait plaisir. Et puis, ça nous donne un peu de challenge parce que aujourd'hui, tous les jours, on est au studio, on fait encore plein de choses. On n'est pas dans l'opérationnel, dans le sens pas nous qui accueillons les clients et tout, mais c'est moi qui fais les posts sur Instagram, c'est moi qui rédige les newsletters, Stéphanie qui fait la paye des profs tous les mois. On pourrait, quand on a plusieurs établissements, c'est plus la même boîte, quoi. Après, tu gères des gens qui font ça, c'est plutôt le même métier. Ça nous intéresse aussi à terme. Mais oui, ça a toujours été un peu l'idée. Et c'est ça aussi qui fait un peu le distinguo entre la petite école de quartier où c'est le prof qui a son local, qui donne ses propres cours. C'est un projet entrepreneurial, comme Dynamo, comme Arcos, comme le Temple. Un peu d'ampleur, et c'est souvent pas des sportifs qui font ça, mais bien des entrepreneurs qui ont un profil business. Moi, on n'avait pas spécialement profil business, on avait un profil assez généraliste, mais on est très contente de ne pas être prof de danse nous-mêmes. On trouve que c'est vraiment une richesse pour le projet de garder la tête froide sur le business, et puis aussi d'avoir au quotidien la possibilité de se mettre dans la peau de nos membres. Ne serait-ce que quand on recrute les profs, en fait, on fait des cours d'essai. Et dans tous les styles. Moi, j'ai jamais fait de hip-hop de ma vie, je me retrouve à faire des cours de test de hip-hop. Et comme je suis nulle, je vois comment le prof il réussit à me gérer dans ma nullité, tu vois. Et c'est hyper important. Voilà, c'est ça. C'est hyper important de savoir faire ça, de nous valoriser et tout. Et ça nous aide beaucoup. Est-ce que vous avez dû monter en compétences dans certains domaines, vous former dans certains domaines? Bon, l'immobilier, ça c'est un onglet qu'il faut qu'on aborde. Mais justement, dans le recrutement, dans le management, bon, après, vous avez déjà toutes les deux des gros postes où vous avez certainement dû gérer ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a certains volets sur lesquels vous avez dû... Oui,
Si, quand même. Alors, je parle pour Fanny, puisque on en a déjà parlé plein de fois, donc elle ne contredirait pas. Fanny était avocate, donc elle n'a jamais travaillé dans une entreprise au sens traditionnel du terme. Elle n'avait jamais fait de team building, de trucs qu'on fait tous quand on bosse dans des grosses boîtes, les tickets resto, les trucs comme ça. Parce que donc, les avocats sont indépendants, même s'ils bossent dans des cabinets. Et c'est elle, parce qu'elle a vraiment un côté très humain. Elle adore fédérer des groupes et tout. Donc, c'était tout à fait naturel que ce soit elle qui gère les profs. On a 45 profs à gérer quand même. C'est une grosse équipe. Oui. Donc, elle a complètement monté en compétence dans le management, aussi dans le recrutement. C'est un recrutement assez particulier puisque on les trouve sur Instagram, on les contacte, on les rencontre. Enfin, c'est pas exactement comme un recrutement dans un service RH traditionnel, j'imagine. Et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit par rapport à quand on s'est lancé il y a 2 ans. C'est très structuré, le recrutement, l'évaluation, la formation, la motivation des équipes, etc. Quelles valeurs tu leur transmets, comment tu les maintiens motivés toute l'année, la rémunération, comment tu la structures, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Pareil pour l'équipe à l'accueil, qui en fait, c'est le nerf de la guerre pour nous, parce parce que pour l'instant, c'est que des nanas. Elles font vivre le studio, elles vendent des cartes de peau toute la journée, donc c'est le visage du studio. Donc pareil, on a fait un peu des erreurs, on visait certains profils, puis on a changé d'avis. Aujourd'hui, ça s'est bien structuré. Moi, toute la partie marketing, etc., c'est pas que j'ai rien appris, c'est que j'ai réutilisé énormément de choses que je connaissais déjà, qui peuvent être difficiles pour d'autres gens, mais moi, faire une newsletter, créer une communauté, créer une marque, etc., je l'avais fait 100 fois avant, donc c'était facile. Mais effectivement, c'est moi qui gère le financement de la boîte. Donc, faire la levée de fonds, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Donc, j'ai dû apprendre, même si j'avais déjà pas mal de connaissances. Et aujourd'hui, c'est moi qui gère le développement de la boîte, donc la partie IMO. Ok. Donc, ça, c'est beaucoup de négociations. Et après, gérer un chantier, gérer son architecte et tout. Voilà. Ça, on l'a un peu appris sur le tas. Et avec l'aide de nos petits support groupe WhatsApp de tous les entrepreneurs, genre je galère, combien t'as payé toi pour ta clim, combien machin. Ouais, donc bien entouré quand même, mais du coup besoin d'apprendre vraiment au jour le jour. C'est vraiment la partie opérationnelle immobilier, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre quotidien. Je passe beaucoup de temps à organiser des masterclass Beyoncé, et c'est super sympa. Et c'est vrai que en termes de volume horaire dans la semaine, ça se voit pas, mais en fait, on travaille pour améliorer notre local actuel, trouver un futur local, réfléchir au financement, faire du reporting à nos investisseurs. Enfin, c'est des choses qui sont assez triviales. C'est le quotidien de n'importe quel entrepreneur, mais dans notre cas, ça s'en rend pas compte, quoi. Oui, c'est pas du tout que c'est ça notre vie, quoi. Ouais, c'est tellement loin d'un cours de danse, quoi. C'est deux mondes opposés. Oui, et puis tu peux pas expliquer non plus tout ça. Enfin, il y a la question de partager les valeurs, mais tu peux pas non plus tout expliquer non plus. Mais du coup, sur l'IMO, ce que tu disais, c'est... premièrement, comment est-ce que vous avez trouvé ce premier local, donc, qui fait quand même 400 mètres carrés, ce qui est quand même pas une mince affaire. Et à quel moment est-ce que vous avez décidé de partir sur le deuxième projet? Enfin, là, du coup, tu es en pleine recherche, j'imagine, sur ce deuxième local, c'est ça? Ouais. Ok. Comment ça se passe, du coup, cette recherche? Alors, le premier, c'était assez particulier puisque c'était donc les confinements. Donc, mais la méthode, elle n'a pas changé. En fait, tu as des sites qui référencent des annonces. Et ensuite, c'est comme les banquiers, il faut trouver les bons agents IMO. Et ça, c'est très difficile. Parce que souvent, quand tu appelles l'annonce, tu as le stagiaire de l'agence IMO qui décroche. Et avant de réussir à remonter jusqu'au bon agent qui comprend ton projet, qui va penser à toi, qui va se rappeler de toi quand tu vas trouver un local. Donc pareil, on a demandé à nos contacts qui nous ont gentiment ouvert leur canal d'adresse. Et pour ça, je leur suis extrêmement reconnaissante parce que ça nous fait gagner un temps fou. La spécificité des cours de danse, donc, c'est qu'il faut de la place. Il faut des grandes salles sans poteau porteur. Donc, Paris, Haussmann, tout ça, c'est compliqué. C'est une obligation légale, on ne peut pas avoir de poteau dans une salle de danse. C'est vrai ? Ouais. Et en plus, c'est pas confortable. Donc, voilà. Oui, au niveau de l'espace. Grande salle sans poteau, c'est-à-dire 100 mètres carrés sans poteau, quoi. C'est très difficile à trouver.
plus il faut les contraintes que toutes les salles de sport ont. Il faut que ce soit un établissement recevant du public, donc tu as certaines contraintes en termes d'issue de secours, d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d'évacuation incendie, etc., etc. Ça, c'est pour toutes les salles de sport, tous les commerces ont un peu les mêmes contraintes. Nous, en plus, il nous faut des grandes salles sans poteaux. Et nous, en plus, il faut qu'on mette un complexe acoustique pour isoler la musique qui nous prend une hauteur sous plafond énorme. Donc, c'est galère. Pour résumer, c'est dur. Donc, il faut que les agents IMO nous adorent et il faut que ça rentre dans notre business plan. Donc, en fait, c'est très compliqué parce qu'en fait, la relation avec les agents IMO, elle est complexe. Je fais souvent l'analogie entre dater quand t'as 30 ans et que t'es une femme et interagir avec un agent IMO. Parce qu'en fait, quand t'es une nana et que t'as 30 ans, c'est un peu genre, je veux me marier, je veux faire des gosses. Donc, c'est un peu genre, tu vois tous les candidats, tu te dis, je prends n'importe qui, c'est bon, genre, j'ai plus de time. Mais en même temps, t'as 30 ans, t'as plus 20 ans, tu sais qui t'es, tu connais ta valeur, c'est bon, quoi. T'as plus le time de faire des régimes, machin. Et donc, en fait, t'as cette contradiction tout le temps. C'est pareil avec les agents IMO, c'est-à-dire que là, genre... Quand ils m'envoient un bien, ils ont l'impression que je vais me jeter dessus et que je suis désespérée parce que c'est hyper dur de trouver une école de danse. Mais en fait, maintenant, j'ai déjà ouvert un premier studio. Je sais combien ça coûte les loyers. Je suis pas tombée de la dernière pluie. Je connais d'autres valeurs, etc. Et donc, c'est vraiment marrant parce qu'il y a eu un shift dans la relation avec les agents IMO entre la première et la deuxième ouverture. Enfin, future ouverture, pas deuxième. Le premier, on était... deux nanas enceintes, primo projet, en plein confinement, et donc on était vraiment désespérés. Et les bailleurs, ils nous proposaient des loyers délirants, on était là, ok, peut-être, mais rétrospectivement, je me dis c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, quand je visite des trucs, je dis non, mais je me déplace pas si j'ai pas les conditions, les plans, côté, tout. Oui, tu sais où tu vas, ouais. Je sais beaucoup plus où je vais. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a des bons bilans aussi à présenter. Mais la méthode n'a pas changé. On a les agents IMO du premier qui existent toujours, qui ont toujours le même métier. On en a rencontré de nouveaux. Et j'épluche chaque jour les annonces sur différents sites de référencement qui existent. Et puis dès qu'il y a un truc qui sort, hyper active, je prends mon vélo, j'y vais. Voilà. C'est vraiment, faut vraiment être hyper rapide en fait. Dès que tu vois une annonce, il faut y aller. Ça dépend lesquels. Ça dépend des locaux. Ok. Parce que c'est pareil, il y en a où il faut faire pression pour te dire faut faire une heure tout de suite. Puis tu regardes, tu te dis attends quand même, c'est un concours, il n'y a pas pignon sur rue, c'est un premier étage. Non, il va pas partir en 2 secondes. Je vais faire ma négo, tranquille. Donc parfois, il faut aussi garder la tête froide. Des agents qui te disent il faut faire une app tout de suite, et puis je veux 50 000 balles d'honoraires, parce que sinon je le file à quelqu'un. Ah ouais. Non. Et en fait, après, quand tu tapes du poing sur la table, tu te rends compte que c'est vraiment de la négo de tapis, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Il faut jouer le jeu, il faut garder la tête froide, et il faut se rappeler de sa propre valeur. Ouais. Et c'est marrant. Parfois, j'ai des gens qui me disent tu te rends pas compte, en ce moment à Paris, c'est méga cher et tout. Je fais vraiment. Chaque jour, je regarde les offres. Je sais très bien ce que c'est les loyers. Essayez pas de m'enfumer. Mais bon. Et il y en a aussi parfois qui sont géniaux et qui me disent je les file à personne d'autre parce que c'est parfait pour la danse. Et ces gens-là, je les adore, quoi. Ouais, ils comprennent, ils te suivent, ils ont envie de vous encourager, ils ont envie de porter le projet aussi. Alors qu'ils pourraient le montrer à un Franprix. C'est eux qui choisissent. Donc, c'est eux qui tiennent les cartes. Et donc, c'est super qu'il y ait des agents IMO qui sont passionnés de leur métier et qui réfléchissent un peu à c'est quoi la ville, de quoi les gens ont besoin. Et ça, c'est top. Ouais. Oui, parce que le commerce est un peu différent que l'habitation. Donc, c'est vrai que c'est 2 métiers qui sont aussi complètement différents. Il y a les agents IMO pour l'habitation et c'est vrai qu'eux, ils ont aussi conscience des magasins qui vont fermer ou des commerces qui vont plus exister et ils ont un peu, s'ils ont cette vision de qu'est-ce que ça pourrait être demain, ils vont penser à toi et cette relation, elle est super importante. Ouais, exactement. Et du coup, quand vous déterminez 2e, potentiellement 3e studio, les secteurs dans lesquels vous voulez vous développer, comment est-ce que c'est vraiment en mode on cherche le local puis on verra à peu près, on a déterminé par exemple un cercle autour de Paris et puis on se dit on peut pas dépasser ces limites là et on va rester là et on cherche n'importe quoi, ou est-ce que vraiment vous ciblez déjà un certain secteur
Et vous dites, on cherche vraiment dans ce périmètre plutôt restreint. Ouais, pour l'instant, on cherche un peu entre les deux. Ma réponse. C'est genre, tu prends Paris, tu coupes en deux à la verticale et on cherche à gauche de cette ligne-là. Le rêve, c'était au Batignolles. Mais bon, on cherche aussi dans le 15e, dans le 14e. On cherche un peu. Donc, on n'essaye pas trop proche de là où on est actuellement, c'est-à-dire dans le 11e. Mais c'est tellement rare, en fait, les opportunités IMO qu'en réalité, on cherche un peu partout. Ouais. Et si je peux me permettre un conseil que j'ai réalisé, tu m'avais posé la question, puis j'y ai pas répondu parce que je blablate, mais tu me disais quand est-ce qu'on s'est mis à chercher le deuxième. Ouais. En fait, on a attendu que le premier soit vraiment... que tout roule, que ce soit bien processé, etc. Donc, peut-être un an et demi après l'ouverture. Ok. Alors qu'en fait, on aurait dû continuellement chercher le deuxième. On n'aurait dû jamais s'arrêter. C'est tellement rare l'opportunité d'un local de la bonne taille au bon tarif, avec la bonne configuration, que même si tu as l'impression que tu n'es pas tout à fait prêt, en fait, le temps de négocier, ça se trouve, le bailleur, il a déjà un locataire qui va partir dans 3 mois, ça prend un temps fou d'immobilier. Enfin, c'est vraiment... on se rend pas compte, quoi. Pour nos business, en tout cas, où il faut faire beaucoup de travaux et tout, c'est pas je prends un local, je fais 2 semaines de travaux, j'ouvre le mois d'après. Ça prend des mois, voire effectivement des années nous, on a visité en juin et on a emménagé en juillet de l'année suivante. Oui. Donc, ça a pris plus d'1 an. Donc, nous, on s'est vraiment resté, on a dit, genre, ok, stop la prospection IMO, on se concentre sur le studio, on le fait marcher et ensuite on voit. On attend d'être rentable et ensuite on voit. Et en fait, du coup, là, j'ai repris les recherches, je repars de zéro et ça prend du temps et je suis impatiente et j'ai envie d'ouvrir le deuxième. Et donc voilà, j'ai retenu la leçon et quand on aura trouvé le deuxième, tu vas continuer déjà directement. Je continuerai de relancer les agents tout le temps pour... Donc, il n'y a pas non plus du coup de date à laquelle vous souhaitez ouvrir le deuxième. C'est juste une fois qu'il y a l'opportunité, on se met dessus, on ouvrira du coup et tu vas toujours continuer comme ça jusqu'à ce que vous ayez envie de continuer à ouvrir. Je pense que l'idée... c'est important de ne pas non plus prendre n'importe quel local parce que tu es impatient d'ouvrir le deuxième. En réalité, rien ne nous oblige à ouvrir un deuxième. Non, c'est ça. C'est déjà très bien avec le premier. Oui. Ça nous intéresse d'ouvrir le deuxième, mais voilà, nos investisseurs n'ont pas de pression à nous mettre sur ça ou quoi. Et après, c'est plus... j'ai un peu changé ma mentalité aussi pour ouvrir le premier. On était très bonnes élèves, entre guillemets, à faire notre business plan. Tout était prévu, on avait un matelas de trésor. Dans une certaine mesure, on a vraiment minimisé les risques le plus possible. Même si, évidemment, tout projet entrepreneurial, c'est prendre des risques. Et là, pour le deuxième, on sait à peu près comment le financer, grosso modo. Pour le troisième, j'en ai aucune idée. Mais je vais chercher un local. Et si je trouve un local bien, je trouve un moyen de trouver l'argent. Ouais. L'argent, ça se trouve. Ça, c'est vraiment un truc que, même si c'est la crise, tout ce que tu veux, ça se trouve. Ouais. Et si tu as envie d'ouvrir un local, si c'est ça ton objectif, t'embêtes pas trop avec les financements, ça va venir. Surtout pour des boîtes qui marchent bien, voilà, ça va fonctionner. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que pour pour l'IMO dans l'habitation, je trouve que c'est un peu la même chose, c'est qu'on le voit avec les gens qu'on accompagne, c'est que le premier, tu te mets une pression incroyable en te disant il faut que ce soit parfait, et il faut que j'ai vu la banque avant, et il faut que je sache ce que je vais faire. Et oui, du coup, il faut être préparé pour avoir cette confiance de passer à l'action, mais une fois qu'on l'a fait, limite c'est comme notre sœur elle nous dit avec son premier enfant et le deuxième, c'est qu'en fait avec le deuxième il y a un lâcher prise qui est beaucoup plus important. Et en fait j'ai l'impression du coup avec ce que tu dis que l'entrepreneuriat c'est pareil, c'est que tu as lancé un business et je pense que toi c'était pareil quand du coup on a lancé Siving ensemble, c'est que tu avais déjà lancé des boîtes avant et en fait du coup tu as une confiance et tu apprends tellement de choses que le reste voilà on verra en fait quoi. Tu sais que c'est ça et au pire ça marche pas et tu as trouvé le local parfait mais tu galères avec le financement, bah écoute c'est la fin, c'est la vie aussi mais il faut pas que ça te freine et que tu te mettes des barrières et c'est clair, c'est hyper important. Mais c'est vrai que c'est dur aussi à faire quand c'est ton premier projet et que tu sais pas, enfin, t'as beau être accompagné, t'as beau avoir des contacts, etc. C'est dur aussi de savoir comment se lancer et respecter, entre guillemets, les règles, parce que, il n'y a pas vraiment de règles, mais il y en a quand même certaines à respecter. Et quand on se lance et qu'on connaît pas, c'est... Ouais, on avait rencontré quelqu'un qui finalement n'a pas investi dans notre boîte, mais qui justement n'a pas voulu investir, parce qu'il nous a dit, moi, j'ai un ami qui a voulu monter sa boîte de je ne sais quel sport, je ne me rappelle plus. Et j'avais investi dans sa boîte et il a cherché un local. Il a cherché un local pendant un an et demi. Et en fait, il s'est épuisé sur la recherche de local.
Et au final, il n'a jamais ouvert parce qu'il s'est épuisé là-dedans. Et c'était ça sa crainte. Pas du tout, ça ne s'arrêtera jamais. Je peux comprendre, effectivement, surtout pour des locaux avec des contraintes comme ça. Oui. Je ne sais pas si c'est de la chance qui a fait qu'on a réussi à trouver. Mais bon, je ne vais pas dire ça parce que ça minimise un peu le travail. Tout le travail. Alors, tu crées ta chance aussi. Enfin, tu provoques on a beaucoup bossé. On n'était pas du tout au tir au flanc. Et en plus, on avait des grosses contraintes. Donc oui, je peux comprendre. Tout est vraiment une question de balance. Il faut réussir à savoir dire là, je m'échine contre des moulins et j'y arriverai jamais. En fait, il faut savoir être raisonnable et dire ok, stop, ce projet, il ne verra jamais le jour où on est dans l'échec. Et voilà. Nous, on a toujours eu cette espèce d'espoir et même quand on visitait des choses. C'est marrant parce qu'en plus, on a visité quantité de locaux inutiles. On n'aurait jamais dû y aller, mais bon, on était jeunes. Et en fait, on n'a visité aucun local qui nous plaisait jusqu'à celui qu'on a eu. Donc, c'est quand même... fallait pas perdre espoir, quoi. Parce que des trucs, c'était naze. On avait un truc à peu près OK qui était genre 2 fois notre budget, donc un truc complètement déraisonnable. Et jusqu'à ce qu'on ait visité celui qu'on a eu. D'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote parce qu'en fait, c'est assez marrant ce qui s'est passé. C'est qu'on visite ce local qui est extraordinaire. C'est là où on est aujourd'hui. Il fait 400 mètres carrés, sans poteau, tout va bien. Le loyer était ridiculement bas. Donc, on se dit, en fait, on signe demain. Pour le coup, là, il fallait qu'on se dépêche parce que toutes les autres salles de sport allaient nous pendre avec 12 bilans positifs et nous, on avait 0. Donc, on dit, on signe demain, en fait, à l'agent. Et l'agent dit, en fait, le proprio... Malheureusement, c'était un héritage. Le mec était mort du Covid et c'est son fils qui venait d'en hériter. Et donc, il dit en fait, je veux le vendre, j'ai pas envie de m'en occuper. Et donc, on dit ok, on trouve un acheteur. Et donc là, on appelle tout le monde. T'as pas 2 millions pour acheter un truc. Et ensuite, tu nous le loues parce que nous, on peut pas emprunter pour acheter un truc. On appelle un de nos investisseurs qui a beaucoup de biens immobiliers, qui fait le visite le lendemain, qui fait une offre. Donc, on priait pour que ça marche. Il n'a pas l'offre. Il se fait évincer par quelqu'un qui propose 100 000 € de plus. Comme ça. Donc on rappelle l'agent, on dit c'est qui les mecs, on veut les contacter. Il dit non, laissez tomber, ils veulent faire des bureaux, ça leur plaît pas l'annonce. Non, mais si. Alors donc l'agent il dit bon, je vais voir ce que je peux faire. Et là, Fanny, mon associée, parle de ça à sa cousine. Et il lui dit mais je sais qui a acheté ce local. Non. C'est mon pote, machin, truc. Et donc, en fait, on a réussi à rentrer en contact avec eux, qui avaient effectivement prévu de faire des bureaux. C'est des investisseurs immobiliers, foncières. Et on leur dit non, c'est idéal pour la danse, vous nous louez. Alors, l'immobilier de bureau, c'est très différent de l'immobilier commercial du point de vue d'un investisseur. Tu mets un loyer souvent plus élevé pour les bureaux, mais tu as plus de vacances locatives puisque les bureaux, ça va, ça vient. Alors qu'un bail commercial, c'est des baux ou avec un loyer un tout petit peu moins élevé, mais en général, ton commerce y reste plus longtemps, 10, 20 ans, comme nous, ce qu'on veut faire. Et donc voilà, il a fallu qu'on leur fasse changer d'avis, en fait. Ouais. On les a vus, on les a rencontrés, en plus, primo projet, voilà. Et donc, encore une fois, c'est à des êtres humains qu'on a parlé, c'est à des investisseurs, et donc on a réussi à les convaincre, et on est trop contente parce qu'on s'entend très bien avec eux. Ils ont évidemment augmenté le loyer par rapport à l'offre initiale, mais bon, tant pis. Mais en tout cas, ils nous ont soutenus là-dedans. Et voilà. Bon, fin de la parenthèse. C'est génial. Non, mais c'est trop bien parce que c'est aussi des personnes que si demain, enfin, si c'est vraiment des investisseurs et que du coup ils font ça, demain vous trouvez un autre local, enfin, je veux dire, ça peut être des gens qui vont aussi vous mettre en relation avec d'autres investisseurs ou peut-être qu'ils seront sur un nouveau projet que vous allez pouvoir aussi leur faire financer. Enfin, je veux dire, c'est la porte ouverte à plein de possibilités. Ils ont d'autres locaux commerciaux. Pour l'instant, rien qui nous convient, mais effectivement, ils ont des locaux commerciaux. Ils ont acheté ça, c'est un produit d'investissement, donc on pourrait aussi leur racheter si nous, on veut investir dans l'immobilier. Enfin, c'est super de ça. Mais je sais plus pourquoi je racontais ça, mais c'était épique. Ouais. Et au final, on l'a eu. Après des négociations acharnées sur toutes les modalités de la location, mais c'était marrant. Mais encore une fois, la persévérance, quoi. c'est ça. Le fait d'être allé, de pas juste, t'aurais pu dire, bon, ben ok, voilà, quelqu'un va l'acheter, bon, ben on arrête là. Alors qu'en fait, vous allez chercher l'info et bon, du coup, il s'avère que, bon, du coup, si la cousine de ton associé le connaissait, ça, c'est quand même dément. C'est aussi un truc, enfin, bon, moi, je suis assez cartésienne, tu vois, très rationnelle. Effectivement, je persévère, j'adore les tableaux, les data et tout.
Puis parfois, tu constates quand même que les planètes s'alignent. Ouais, c'est clair. Mais oui, c'est ça. Je me rappelle pourquoi je te racontais ça. Je te racontais ça parce que on se disait à quel moment est-ce qu'il faut abandonner parce que ton projet échoue. Voilà, on était en galère, on était en plein Covid, on était enceinte, on ne trouvait pas de locaux. Et là, il y a ce truc qui se passe, qui nous donne un espoir. Et ensuite, ça s'écroule. Et ensuite, on retrouve espoir. Et en fait, je sais pas, moi, ça m'a fait me dire, mais c'est it's meant to be, tu vois. C'est vraiment... c'est l'univers qui nous dit, allez, accrochez-vous les filles, ça va le faire. Ouais. Après, on a fait les travaux, c'était une galère. Enfin, après, il y a eu plein d'autres galères, mais bon, de toute façon, une fois qu'on avait signé le bail, on était jusqu'au bout. Enfin, tu vois, il n'y a plus de marche arrière. Jusqu'au bout, ouais, c'est ça. Ça a quand même ce bienfait, c'est que quand tu es vraiment dans le dur, mais tu as tout engagé, et tu te dis, je vais aller jusqu'au bout du truc, parce que... Ouais, je peux plus, quoi. Enfin, je peux plus. Ouais, c'est clair, il n'y a pas de pause, là, c'est bon, je suis dans le train, il a démarré, il avance à toute vitesse, je peux pas sauter, quoi. Il faut se rappeler qu'au bout du tunnel, il y a de la lumière. C'est pas évident quand t'es vraiment dur, franchement. Je me dis, c'était très, très, très dur le lancement pour moi, et vraiment, j'en ai un mauvais souvenir. J'ai détesté cette période, mais aujourd'hui, ça va. Si jamais t'es quand même contente dedans, courage. Appelez-moi. Est-ce qu'il y a des choses que du coup avec le recul tu ferais différemment peut-être? Oui. Alors donc comme je vous disais, donc moi j'ai accouché en janvier, on a ouvert à l'été, et Fanny a accouché en juillet, donc on a ouvert. Et moi j'ai eu un accouchement qui s'est très mal passé. Donc en fait j'avais des problèmes médicaux et c'était et je m'étais énormément mis la pression justement de il faut impérativement qu'on ouvre cet été parce que après on va commencer à payer un loyer, et donc même si on avait un petit peu de trésorerie prévue pour les aléas, je sais pas pourquoi pour moi cette trésorerie il fallait qu'on la garde pour un aléa futur, parce que commencer par un aléa ton projet qui étaient mes problèmes médicaux, ça me semblait, je sais pas, inenvisageable. Et donc je me suis retrouvée dans des situations où j'étais aux urgences le matin et au studio l'après-midi, et en fait j'ai survécu, tout va bien, mais je me suis trop mise en danger, et en fait du coup j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre physiquement, émotionnellement et tout. Alors je pense que si à la fin on s'était dit écoute, c'est trop dur, j'ai besoin de 3 mois de plus, et tant pis, on perd 50 000 € dans notre vie, on essaiera de les reconstituer plus tard, on refera une levée de fonds, que sais-je, encore une fois l'argent ça se trouve, mais c'est la santé avant tout, etc. C'est facile de dire ça a posteriori, parce qu'en fait, finalement, j'ai réussi, et donc finalement, on a préservé notre trésorerie, etc. Mais vraiment, je pense que quand même, parfois, il faut réussir à garder la tête froide et se dire, c'est quand même la santé avant tout, la famille avant tout. Et si ton seul truc, c'est de dire, je vais perdre de l'argent, c'est pas la bonne manière de réfléchir. Pas encore de salariés, on n'avait pas, enfin voilà, personne n'allait souffrir de notre ouverture future, juste notre trésorerie. Donc en fait, c'était pas une bonne logique de ma part de penser à ça, quoi. Et encore, j'ai grignoté 1 mois de plus quand j'étais vraiment dans le dur de mon congé maternité, qui devait durer en fait la durée traditionnelle comme pour toutes les femmes. Et je me disais, ma vie, enfin, je peux pas revenir, quoi. J'avais perdu 2 ans, enfin vraiment un truc. Et donc elle m'a donné 1 mois de plus. Et au bout du mois, je suis allée comment ça s'appelle, à la PMI. C'est l'endroit où tu vas avec ton bébé pour le peser et tout quand il est. Et il y avait une psy là, et elle me voit et tout. Et c'est inhumain en fait de retourner travailler là dans 15 jours, vous n'allez pas y arriver. Et elle m'a complètement ouvert les yeux. Et donc à ce moment-là, j'ai appelé Fanny et j'ai dit il faut qu'on trouve une solution parce que je ne vais pas y arriver. Et donc on a recruté quelqu'un en freelance qui est venu nous aider pendant le temps du congé maternité de Fanny. Et cette personne coûtait cher, enfin, ses honoraires étaient assez élevés, mais bon, on a dit, ok, c'est une dépense qui est nécessaire, parce qu'en fait, tu vas pas y arriver tout seul. Donc j'avais un petit peu quand même été raisonnable, mais franchement, pas suffisant. Mais c'est dur, je pense que c'est hyper dur aussi d'accepter ça, et c'est hyper dur de s'en rendre compte, comme tu dis, quand t'es dedans, en fait. C'est bien avec le recul, tu peux dire, putain, mais en fait, à ce moment-là, j'étais complètement... Enfin, c'était pas possible, mais quand t'es dedans, c'est dur de dire, attention, stop. Et je trouve que, pareil, comme tu dis, t'as déjà cette trésor, t'as cette épargne, t'as prévu ça pour au cas où il y a des aléas, parce qu'on sait qu'en fait, il y en aura. Mais de pas vouloir y toucher, je trouve que c'est tellement normal. Enfin, c'est pas normal et c'est normal, parce que tu te dis, je l'ai prévu, mais d'un côté, c'est super dur d'admettre que t'en as besoin. Et tu te dis, oui, voilà, il y a toujours pire, donc pour l'instant, je peux encore encaisser, il va y avoir pire, donc je garde, j'attends. Et c'est dur aussi de se dire...
non, c'est bon, j'ai le droit de souffler. Enfin, et je pense qu'il y a cette culture, bon, toi qui en plus vient des startups où tu disais, tu avais cette vision au tout début de bosse 70 heures par semaine. C'est dur aussi de se dire, bah non, je peux atteindre un mois. On a eu cette conversation encore il y a 2 jours. C'est exactement la même chose de se dire, mais en fait, t'as le droit de souffler. T'as pas besoin de faire les choses aujourd'hui. Tu peux les faire dans un mois. Personne va mourir si tu les fais pas aujourd'hui. Se rappeler que personne va mourir, c'est vrai que c'est important, surtout quand effectivement ton business n'a rien à voir avec la santé. Enfin, nous, et que c'est ta santé qui est en jeu. Que vraiment personne va mourir, on sauve pas des vies dans notre quotidien. Des choses bien pires qui se passent dans la vie, c'est très bateau, mais en fait, il faut quand même se le rappeler. C'est clair. Mais c'est vrai que je trouve, alors bon, moi je suis très féministe, donc on va encore dire que je fais pas militante, mais c'est quand même un truc qui est spécifique aux femmes, enfin qui est à plus forte raison pour les femmes. C'est-à-dire, si j'avais été un homme et que j'avais été renversée par un bus potentiellement, on aurait dit c'est un bus, c'est normal, il lève le pied et tout. Là, j'avais juste accouché, juste failli crever sur la table d'opération. Mais bon, en fait, les femmes en postpartum, c'est vraiment la lie de la société dans la tête des gens. Et c'est terrible. Et du coup, je pense que c'est à cause de ça. Même si j'essaye de déconstruire tout ça dans ma tête et tout, en fait, quand t'es dedans, on attend de toi quand tu viens d'accoucher, t'allaites et tout, tu retournes au bureau, tchac, t'es comme ça, enfin voilà, tu dois mettre mince et tout. C'est compliqué. C'est clair. Tu dirais que c'est les choses que tu as réussi du coup quand même à décomposer, enfin j'imagine que c'est encore un peu un travail au quotidien, mais le fait que du coup vous soyez toutes les deux un peu dans cette même vision, vous arrivez un petit peu à vous en détacher de ça, de cette pression de la société en tant que femme de devoir... on a toutes les deux 35 ans, on a grandi avec les modèles que tu connais, quoi. Enfin, je regarde les séries qu'on regardait quand on était ado, je me dis quel enfer de l'image de la femme que ça véhicule, c'est catastrophique. C'est clair. Et quand je vois les nouvelles séries et MeToo et tout, je me dis c'est génial, les nouvelles générations, j'espère que ça va les aider à s'en sortir. C'est très dur de se détacher de toute cette construction qui s'est faite de manière hyper insidieuse toute notre vie. Enfin, je continue de me maquiller, donc si tu commences à tout déconstruire, c'est hyper dur. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le rapport à la maternité et à l'entrepreneuriat, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup. Donc on essaye d'en parler, ça c'est une première chose qui est très utile. Si d'autres nous contactent en perso pour nous en parler aussi, on échange beaucoup sur ça. Et par exemple, si nos profs sont enceintes, on essaie vraiment de faire le maximum pour qu'elles se sentent bien, d'accueillir en fait ce moment dans la vie et dans leur carrière de la meilleure manière possible. C'est pas encore arrivé avec nos salariés parce que c'est très jeune, je pense, mais ce sera la même chose en fait. C'est vraiment un truc, en tout cas, notre entreprise, on veut qu'elle soit hyper respectueuse des vies des femmes et de l'équilibre pro-perso de façon générale. En fait. Ça, c'est super important. C'est clair qu'on en parle vraiment pas assez, donc c'est très très bien que tu le fasses. C'est gentil. Et à un moment, on le fait à petite échelle, donc je sais, tu vois, c'est aussi. On verra quand on aura des tonnes de salariés, si ça arrive un jour. Ça doit être dur à systématiser. Et j'admire les boîtes qui le font et ceux qui essayent de le faire, c'est top. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai eu mon gamin, je me suis dit, mais en fait, c'est une équation impossible. Tu es aujourd'hui, grâce au féminisme, tu as des carrières quand tu es une femme qui atteignent leur pic au moment où ta fécondité est à son max et où en fait la plupart des femmes citadines carriéristes veulent faire des enfants. Et c'est pas compatible en fait. Ce n'est pas fait avec la société capitaliste. Donc, à moins de aller faire élever des chèvres dans le Larzac, c'est pas réconciliable. C'est très énervant en fait. En fait, la société patriarcale a créé un modèle. Ensuite, elle dit allez les féministes, faites comme nous. En fait, on peut pas. Et en fait, c'est pas possible. Donc, il faudrait créer une troisième voie qui soit beaucoup plus inclusive, etc. Ça prendra encore des centaines d'années, je pense, mais ça arrivera un jour. Mais je pense aussi, mais après, je pense qu'on est quand même en train d'avancer plus vite que, et dans une bonne voie, tu vois, avec des boîtes comme la tienne, tu vois. Je trouve que, des boîtes qui vont être dirigées par des femmes qui ont vécu ce genre de choses, vous allez mettre en place, je dis vous, mais nous, c'est pareil, on va mettre en place des choses et on va essayer de créer des business qui sont rentables, qui marchent et qui sont, qui peuvent apporter ce genre de bien-être, entre guillemets, à leurs employés. Et ce sera, on espère, conciliable d'avoir des vies de femmes épanouies avec... La majorité des gens sont salariés.
ou indépendant. C'est vrai que le statut d'entrepreneur, il est encore particulier. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé par post Instagram interposé avec votre précédente invitée Morgane de Plan Cash, qui a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que son projet est très jeune et son associé n'a pas d'enfant. Ils ont beaucoup partagé sur Instagram qu'est-ce qui leur passait par la tête, comment discuter entre associés quand il y en a une qui a ces nouvelles contraintes qui sont colossales et l'autre non, et comment est-ce que Morgane allait faire pour travailler, comment est-ce qu'elle allait organiser sa vie, la durée de son congé maternité, ses journées de travail, son mode de garde, etc. C'est ultra intéressant. Et il y a eu un post un peu polémique. Mais bon, encore une fois, ça m'énerve parce que polémique, mais laissez-nous tranquille, en fait, c'est ce qu'on veut. En fait, elle a posté, je sais pas, je me rappelle plus exactement ce que c'était les tenants et les aboutissants, mais elle disait, moi j'ai fait le choix en tant qu'entrepreneur de prendre un congé mat assez court, de revenir bosser vite, parce que voilà, c'est comme ça, quoi. Ma boîte est jeune. Et en dessous, tout le monde a dit et ton enfant, tu t'en occupes pas ou alors bravo. Déjà, on est deux en fait de base. Et moi j'ai répondu, je donne moi je donne ce que nous on a fait, c'est-à-dire que Fanny et moi on a pris 4 mois de congé maternité, 16 semaines, c'est la légalité pour les salariés. Quand bien même on a ouvert notre studio. Ouais. Et moi en plus j'avais un congé maladie d'1 mois de plus. Donc en fait j'ai pris 5 mois off l'année d'ouverture de mon studio. Ouais. J'ai pas géré le chantier du tout, c'est Fanny qui l'a fait, heureusement on était 2. Mais voilà, j'ai dit moi ça me tient à cœur de montrer que c'est possible et c'est valorisé de prendre un congé maternité quand on est entrepreneur, parce que sinon la vision majoritaire c'est quand même genre tu vas au bureau avec ton gamin sur ton sein, tu te démerdes, voilà. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. J'ai dit, Morgane, c'est génial ce que tu fais. En fait, tu fais ce que tu veux, mais je veux juste montrer que nous, on a fait ça et que c'est OK et que c'est pas pour autant que j'ai délaissé ma boîte. Et c'était hyper intéressant de partager ça. Et plutôt que d'être dans le discours de quoi, tu laisses ton nouveau-né à 2 semaines, mère indigne. C'est déjà suffisamment de problématiques à gérer quand on est entrepreneur et jeune maman, c'est clair. Pour en plus se prendre des foudres c'est clair. sociaux, quoi. Et puis toutes les grossesses sont différentes, tous les accouchements sont différents, les bébés aussi sont différents, donc, et puis toi aussi, donc du coup je pense que nous, c'est ce qu'on disait à notre sœur aussi, juste fais les choses avec lesquelles toi tu te sens bien. Et du coup, si toi t'es à l'aise avec reprendre plus tôt, plus tard, adapter tes horaires ou pas, ou c'est toi, comme tu dis, c'est toi qui choisis. Et effectivement, tu disais aussi, vous êtes 2, donc du coup, il y a aussi le partenaire qui, s'il est là, du coup, de se partager ce rôle. Oui, c'est ça. T'es mariée quand t'es associée, quand même, donc ton mec avec qui tu te partages Exactement. Exactement. Mais, oui, c'est intéressant. Attends, je me disais un truc, j'ai oublié. Ça me reviendra, C'était sur la grossesse? Non, oui, c'était sur l'agilité, dont on parlait au début du truc. Comme tu disais, toutes les choses sont différentes. Et moi, par exemple, comme j'étais encore Startup Nation dans la tête pendant assez longtemps, je me suis toujours dit, je veux des enfants, mais t'inquiète qu'ils iront chez la nounou et que je vais encore bosser comme une ouf et que ma boîte, elle va tout cartonner. Quand j'ai tenu ma fille dans mes bras, et aujourd'hui encore, elle a 2 ans et demi, je le pense, je me dis, je pourrais passer toutes mes journées avec elle entières. Je pourrais être femme au foyer. J'adore ma boîte et tout, mais si j'avais été salariée, j'aurais démissionné, je serais femme au foyer. J'adore ça. Et c'était une surprise absolue. Je ne m'y attendais pas du tout. Et surtout, c'est compliqué pour moi, parce que comme je disais, je suis très féministe, donc j'ai été sensibilisée très jeune au combat des 68 heures, etc. Donc pour moi, être femme au foyer, c'était le démon, quoi. mais en fait, je comprends ce besoin d'être avec ses enfants et cette satisfaction qu'on a à juste faire vivre son foyer. Donc c'est vraiment, ça m'a vachement fait me remettre en question. Et donc, ce qu'on essaye, la leçon que j'en tire en tant que chef d'entreprise et puis employeur, c'est tu restes agile. T'as ton employé ou ta prof de danse qui te dit oui, je vais prendre un congé matin pas long, je vais revenir parce que je pense que j'aurai envie de rebosser. Tu verras. On verra. On verra. Je m'adapterai. Tu auras toujours ton poste qui t'attend, mais c'est dans 2 mois ou c'est dans 6 mois, on s'arrangera et on trouve des solutions. Donc, il faut rester agile sur ça. Et c'est vrai que c'est compliqué d'être agile parce que ça demande plus d'organisation, mais en fait, si on le fait pas, on arrête la reproduction de l'humanité. Il faut accueillir les femmes dans la vie du moment du travail. Sinon, on s'en sort pas, quoi. Absolument. Oui, je trouve ça très beau. En tout cas, c'est un exemple qu'on voit rarement. C'est vrai qu'avec l'entrepreneuriat, il y a très souvent ce truc de c'est ma boîte, donc il faut que je reprenne, je dois rien lâcher.
Et c'est beau de voir qu'il y a d'autres manières aussi de l'aborder, de penser et de dire, justement, en fait, cette flexibilité que nous offre l'entrepreneuriat, mettons-le à profit aussi de comment on a envie, encore une fois, de voir notre vie. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment le monstre à deux têtes. T'as un côté la liberté, c'est toi ton chef, t'as ton patron, etc. Et le fil à la patte, parce que quelle responsabilité c'est d'avoir une boîte, des dettes, des employés. Donc, il faut toujours, effectivement, si tu t'enfonces dans le côté j'ai trop de contraintes, il faut que je bosse comme un malade parce que sinon ma boîte coule. Après, comment être entrepreneur en fait, ça sert à rien. Oui, tu restes un peu esclave de cette boîte-là au final. Et... C'est très beau. Ouais, je trouve ça très beau. Et du coup, tu m'as fait cogiter sur plein de choses. Ah bon. Non, parce que je suis à un âge où du coup, je vais commencer. Bref, ce n'est pas le sujet du podcast. On va pas parler de ma vie perso. Mais non, c'est clair que c'est super intéressant. Et... Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, non, je trouve ça... Enfin, c'est hyper intéressant. Et j'ai hâte de pouvoir sortir cet épisode pour pouvoir le montrer à maximum de personnes aussi. Parce que je trouve que c'est des sujets dont on parle pas assez, mais qui sont hyper intéressant, donc merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et du coup, avant qu'on arrive, on arrive à la fin de cet épisode, mais du coup, on a 2 petites questions à te poser. Une, c'est est-ce que tu as une ressource à partager? Ça peut être un livre, ça peut être une personne qui t'inspire, ça peut être une chorégraphie, j'en sais rien. Ouais, est-ce que tu as quelque chose à partager avec les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Quelqu'un que tu aimerais entendre. Quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast, des idées que tu aimerais voir sur ce podcast. Alors, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, si des gens qui écoutent ce podcast l'écoutent parce qu'ils disent moi aussi j'aimerais ouvrir mon école de danse ou un studio de sport, quel qu'il soit, il y a un nouveau podcast, je suis accro au podcast, sachez-le, j'en écoute genre 2 heures par jour, qui a été créé par une nana qui a un studio de yoga dans Paris qui s'appelle Kind Yoga. Et elle a créé un podcast qui s'appelle Business of Yoga. Et elle interviewe des acteurs du business du yoga et du sport un peu plus largement. Hyper intéressant. Que des entrepreneurs du sport ou alors le créateur d'un logiciel qui gère les salles de sport, des profs de sport, enfin un peu tout l'univers. Donc c'est très niche, mais c'est vraiment intéressant si vraiment vous voulez avoir plus d'infos sur ce business-là en particulier. Franchement, moi j'écoute souvent des témoignages d'entrepreneurs, c'est toujours hyper intéressant. C'est clair. Tu glanes 2-3 infos, 2-3 petits conseils. C'est souvent applicable, même si c'est très niche, c'est hyper applicable dans plein d'autres business, donc, plein d'autres idées. Donc, ok, on mettra en description du coup pour les personnes qui veulent aller voir. Et il y avait une deuxième question, j'ai oublié. Et il va y avoir une deuxième question. Je pensais que j'avais oublié. Non, il y a une dernière question. Du coup, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et du coup à ton associé et du coup à votre boîte, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De trouver une salle, ça c'est sûr. Commercial. Le truc tellement boring. Mettez-le en commentaire si vous avez Si les agents IMO nous écoutent sur Paris. Ah oui, bien sûr. Si vous êtes agent immobilier. Bien sûr. Non, ça c'est vraiment. ASAP. Ok. On va manifester. Honnêtement, on est vraiment très bien lotis en ce moment. Je trouve du coup, ça continue. C'est vraiment extraordinaire notre quotidien. Là. La matière sur laquelle on travaille, c'est notre passion, la danse. Et après, oui, on gère des problèmes de plomberie chaque jour que Dieu fait. Mais c'est pas grave parce que déjà, on danse tous les jours. On rencontre des profs de danse extraordinaires. Nos équipes, elles sont ouf. C'est trop bien. Et je bosse avec ma meilleure pote, n'oublions pas, c'est très agréable aussi. Je pense que vous connaissez, le quotidien, c'est vraiment chouette. Ah ouais, c'est clair. Donc, juste très continuer bien sur cette lancée. Ouais, c'est ça. Et un bel commercial quand même. Bon, merci beaucoup en tout cas, c'était hyper chouette. Et on mettra aussi, bien sûr, en description du coup, les liens pour que les personnes puissent venir danser chez vous, avec au studio. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Siving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!